Après les gauchistes, place aux droitards. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors, ça faisait longtemps que ça me chatouillait le nez de vous parler de ça, les amis, mais je voulais le faire dans un format long. On va prendre le temps aujourd'hui, ça va durer des plombes. Il y aura un peu des blagues, mais ça va durer des plombes parce que c'est bien par moment d'essayer de poser une analyse, quitte à redire certaines choses. Une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, elle n'est le fruit que de mon avis, que de mon cerveau, que de mes idées. Donc je la mets sur la table et le but c'est de susciter le débat pour savoir précisément sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord et que ça puisse nourrir l'argumentation, que chacun puisse renforcer ce qu'il pense ou pas. Ça me semble important. Donc, les amis, je vous le dis en préambule, comme ça on est peinard, c'est une réflexion qui ne va faire plaisir à personne. C'est ça qui me plaît. On est chez Juste Milieu, tout le monde va manger plus que jamais, et surtout les droitards, qui pensent aujourd'hui être à la relève de la France, les héritiers directs de Jeanne d'Arc évidemment, qui sont là pour chasser les cheveux bleus et sauver la France de l'emprise des affreux gauchias. Donc ça c'est un petit peu l'état des lieux si vous voulez. Et donc quelques avertissements avant le décollage, avant de développer les amis, sur les termes que je vais utiliser. Pour moi, gauchiste et droitard, je le dis avec le plus profond mépris, si vous voulez, que je peux avoir, parce que ce sont des cases de gens aveuglés volontairement. Ce qui est pour moi le pire dans une société, de gens qui ne sont jamais en mesure de remettre en cause ce qu'ils pensent, non pas de changer d'avis, pas du tout, mais juste d'être capable de défendre des idées, de défendre une idéologie, en reconnaissant par moments ses mauvais côtés. Mais ce qui n'empêche pas de rester convaincu, de garder son idéologie. Donc wokistes et droitards, pour moi, ce sont des gens qui sont à un niveau de négation du réel, si vous voulez. Comme si Mimi Mati se disait, tiens, je vais finir pivot des Lakers. Bon, à un moment donné, c'est terrible, mais c'est comme ça. Donc gauchistes et droitards, j'utilise volontairement ces idées-là, et qu'on soit bien d'accord, je n'ai ni la prétention de vous faire changer d'avis, ni la prétention de vous dire pour qui voter. Je veux juste essayer d'établir un état des lieux contre la négation du réel, qui fut celle des gauchistes et qui est aujourd'hui celle des droitards. Donc, on va y aller, je ne vais pas prendre des précautions pendant 2h30 non plus, on va y aller avec cette analyse que je vous propose aujourd'hui concernant ce nouveau piège qui, selon moi, est tendu aux peuples occidentaux. Alors, quelques rappels sur les premières secousses avant d'arriver à la situation actuelle qui nous concerne directement en Europe puis en France. Les premières secousses que l'on a entendues, que l'on a même constatées sur cette inversion idéologique, ce changement de paradigme idéologique, je vais souvent utiliser cette expression, comment un paradigme idéologique, donc si vous voulez une idéologie dominante, a été grand remplacé, si j'ose dire, par une autre, en l'occurrence les gauchistes par les droitards. On a eu le cas Meloni. Ça a été la première secousse, on était du côté des rois de la pasta, avec Meloni, donc mécanique classique du système, où on nous disait, mon Dieu, l'extrême droite, l'héritière directe de Mussolini, les chemises brunes. Donc si vous voulez, Meloni a été présentée comme une sorte de Mussolini avec un brushing blond. Mais jusqu'à présent, on était habitué à ce que les médias, un peu comme dans l'histoire de Pierre et le loup, se mettent à hurler en disant « au loup, au loup, au loup ». Sauf que le loup a vraiment gagné. Sauf que le loup est vraiment arrivé au pouvoir. Meloni a gagné. Elle a pris le pouvoir en Italie. Et on a compris à ce moment-là que le loup n'était pas si méchant. On se rappelle par exemple ce qu'avait dit Ursula von der Leyen à la veille des élections en Italie. Elle avait dit « Nous surveillons de près le résultat de l'Italie et nous serons prêts à prendre les moyens nécessaires si besoin ». Ce qu'avait lourdement sous-entendu Ursula von der Leyen, donc la reine des neiges de la Commission européenne. Sauf qu'en fait, les deux sont devenus copines comme cochonnes. Aujourd'hui, elles s'entendent très bien. On a compris que Meloni, alors, n'aime pas trop ce qui est basané, mais l'alignement américain est bien présent. Donc, l'alignement avec l'UE, la soumission à Bruxelles est bien présente. Donc, si vous voulez, c'est un loup dompté. C'est un loup à qui on a taillé les dents. Donc, en fait, on s'est rendu compte avec cette première secousse européenne, on va dire, que ce que les médias annonçaient comme le grand retour des années 30, finalement, il y avait deux possibilités. Soit c'était vrai et l'Union européenne s'en accommodait très bien, ce qui devrait profondément nous inquiéter sur les racines de l'Union européenne, du projet européen. Soit c'était faux et on nous a banané pendant des décennies en expliquant que le retour de l'extrême droite allait être terrible, alors qu'en fait pas tant que ça.
Donc, les deux possibilités, si vous voulez, c'est face, tu perds, pile, je gagne. C'est un petit peu compliqué. L'autre secousse qu'on a eue, ça a été en Argentine. Donc on quitte le territoire de l'Europe et on a eu Javier Milei, donc une sorte de mélange bizarre entre un rocker et un éleveur de bœuf argentin. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Le mec a des rouflaquettes. Moi, c'est ça qui m'a mis sur la piste. Depuis Maxime Médard, pour les fans de rugby, la rouflaquette a été arrêtée normalement. Et là, on a eu un Maxime Médard sauce chimichurri qui a déboulé au pouvoir en Argentine. Un homme curieux, Javier Milei, hein. Je vais vous trouver un article pour vous montrer, sourcer quelques éléments que vous pourrez retrouver comme d'habitude. Javier Milei qui a cette particularité, hein, d'être conseillé par son chien mort. Hein, c'est pas moi qui le dis. Le journal lematin.ch, donc un grand quotidien suisse. Hein, je vous lis, Javier Milei est devenu président de l'Argentine grâce à son chien mort. Par l'intermédiaire d'un médium, le dog anglais a confié à l'économiste ultra-libéral la mission d'être élu à la tête de son pays. Voilà. Donc si vous voulez, normalement, je m'arrête là. Hein. Pour vous dire que le mec est complètement fêlé, normalement, on s'arrête là. Quand tu es conseillé par ton chien mort, bah, on rigole et on se casse. Tu vois. C'est pas on vote pour toi, en fait. Mais si, il a gagné. Il a gagné, il est devenu... il a pris le pouvoir en Argentine. Et c'était une deuxième secousse très intéressante. Parce que quand je vous parle d'aveuglement volontaire, là, on est en plein dedans. Parce que quand Joe Biden serre la main à des fantômes, Javier Milei, qui est conseillé par son chien, mort, ça vaut pas mieux, en fait. Et c'est marrant, parce que Joe Biden, c'était grave. Et Javier Milei, les droitards te disent aujourd'hui, il est super. Et pourquoi il est super? Je vais creuser un petit peu le truc. Pourquoi il est super? Il est super parce qu'il lutte contre la gauche. Il lutte contre les gauchistes, contre les gauchias, contre les cheveux bleus, contre les sans-chaussures. Vous trouvez le nom que vous voulez. Et comme il lutte contre la gauche, bah, il a raison. Et ça vaut tous les sacrifices. Ça vaut tous les sacrifices, notamment des coupes dans les dépenses sociales, des coupes drastiques dans les dépenses sociales. Et ça vaut aussi de belles récompenses. Parce que Javier Milei, depuis bientôt 2 ans qu'il est au pouvoir, il a mis en place un programme économique très rude, très drastique, ultra-libéral, c'était écrit dessus. Programme conseillé par son chien mort, je le redis. Et donc, Javier Milei vient d'être récompensé. C'est tout frais au moment où je vous parle. Ça date du 12 avril. Javier Milei obtient pour 42 milliards de dollars d'aides internationales. Le FMI, la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement ont débloqué des aides inattendues pour soutenir l'économie argentine. Donc, deuxième secousse, deuxième personnage que le système nous présente comme un original, bizarre, peut-être anti-système, et qui finalement est très gentil. Et qui fait exactement ce qu'il faut pour obtenir des aides du FMI et de la Banque mondiale. Donc, pour un anti-système, c'est pas le plus vilain. Voilà, c'est pas lui qui va te frapper. Donc, deuxième secousse intéressante. Alors, je vais lever une objection tout de suite parce qu'on me dit, j'ai déjà entendu plusieurs fois, oui, mais ça marche. La situation économique en Argentine, ça marche, ça donne raison à Javier Milei. Alors, j'ai trouvé une note de l'Institut Montaigne, donc vraiment un institut économique français libéral jusqu'à la moelle, géré il y a quelques années en arrière par Laurent Bigorgne, proche d'Emmanuel Macron, qui s'est fait chipper pour une histoire de drogue. Alors, tous les chemins mènent au 3MMC, et il y a une note très intéressante sur la situation économique en Argentine, pour vous donner quand même quelques chiffres, et notamment pour ceux qui nous expliquent que tout va très bien en Argentine, et que quand on coupe dans les dépenses sociales, en fait, tout va bien. Ce qui préfigure l'exemple américain, j'y reviens dans quelques minutes. On nous dit, pour vanter les mérites de la politique de Javier Milei, je le redis, conseillé par son chien mort, l'inflation est tombée à moins de 3% par mois. La pauvreté commence à baisser. C'est souvent ce qui revient dans les arguments pour dire Milei a raison de combattre la politique gauchiste qui dépensait de l'argent à corps et à cri. Bon, tu lis un petit peu le truc, dans les belles nouvelles, le gouvernement a réussi à dégager un surplus budgétaire dès les premiers mois de 2024 qui a atteint 357 millions de dollars en novembre 2024 pour une réduction totale des dépenses publiques de 35% en 2024. Le gouvernement a aussi réduit de plus de 76% en 2024 les transferts aux gouvernements régionaux, plongeant les régions les plus pauvres dans une situation financière grave. Merde. Là, déjà, ça se corse. Tu dis, oui, mais attends, à quel prix? À quel prix il a relevé certaines données économiques? Alors, à quel prix? Faut bien lire l'article, il faut aller très bas pour comprendre. Alors, la pauvreté a baissé. Ça, c'est vrai. Je vais vous donner quand même les chiffres. La pauvreté, après avoir augmenté au premier trimestre 2024 pour englober 52,9% de la population, a baissé au dernier trimestre 2024. Elle représente désormais 38,9% de la population, un niveau plus bas que la moyenne de 2023.
Donc, dans un premier temps, la pauvreté a augmenté. C'est pour ça que ceux qui vous disent aujourd'hui Milei a fait baisser la pauvreté, il l'a fait baisser après l'avoir augmentée. Donc ça, c'est quand même intéressant à remettre en perspective. Et après, il y a des sondages, ça vaut ce que ça vaut, et des sondages qui expliquent que 71% des Argentins disent ne pas apprécier l'attitude agressive du président. Ça, c'est pour les quelques données que je voulais mettre en avant pour comprendre que c'est loin d'être le paradis, ce qui se passe avec Milei. Et que il faut se rappeler l'exemple de Margaret Thatcher, où dans un premier temps, tout le monde était content de l'arrivée de la libérale Thatcher, qui faisait exactement le même genre de mesures, notamment sur des coupes sociales, réduction du budget de l'État et compagnie. Donc c'était dans les années 80. Et c'était exactement la même chose. Regardez ce que ça a donné Margaret Thatcher à la fin de son mandat. On y reviendra là-dessus, sur les faux espoirs et la logique d'homme providentiel, ce qui n'a absolument rien de nouveau. Donc, on avance. Ça, c'était pour les 2 premières secousses. La troisième secousse, la plus massive que nous ayons ressentie là, ces dernières semaines, c'est Trump. Évidemment, le retour de Donald Trump au pouvoir, la concrétisation, si vous voulez, de ce changement de paradigme idéologique où ça y est, on a eu Trump une première fois, Biden est venu, vous avez bien vu, les démocrates, c'est nul, on va vous remettre des républicains. Alors, Trump est revenu plein badin, plein gaz, full benzine, avec de prime abord de belles choses. Oui, ça ressemblait à une victoire du peuple. Évidemment, on rappelle quand même la découpe de qui avait voté pour qui dans le duel Trump-Harris aux élections 2024, et on se rappelle qu'il y avait des changements très intéressants, la population noire, le vote de la population noire qui avait augmenté concernant les républicains, qui n'avait pas forcément beaucoup baissé concernant les démocrates, mais quand même, le vote des femmes, le vote des latinos. Donc on a eu un changement assez fort du peuple qui a voulu se faire entendre, et même des démocrates qui ont dit on va voter républicain parce qu'on en a marre de vos dérives woke, de vos délires. Donc il y avait bien sûr de belles nouvelles. La démonstration que les démocrates américains s'étaient embourgeoisés, que les démocrates étaient devenus en vérité des gens de gauche pour les urbains écolos de gauche dans les grands centres, et qu'ils avaient abandonné le peuple, la même trajectoire qu'en France, avec l'abandon de la gauche socialiste, qui abandonne les ouvriers, qui donc se détourne du socialisme pour aller vers l'extrême droite notamment. Le vote ouvrier n'a jamais été aussi haut pour l'extrême droite lors des présidentielles 2022. On est, je crois, autour même de 50%, c'est assez colossal. Donc, si vous voulez, cette troisième secousse, la plus majeure, elle est pleine de bonnes nouvelles. Et à ce moment-là, je refais un peu le fil, je vous l'ai dit, quitte à répéter des choses que j'ai déjà dites, mais c'est pas grave, je vais vous livrer une analyse complète. Avec Trump, il y avait plein de belles choses, je le redis, évidemment. Et il y avait des belles promesses. Il y avait des belles promesses surtout. Il y avait des belles promesses, on nous disait l'arrêt des guerres, la lutte contre l'État profond, le déclassement des affaires, la lutte contre Big Pharma, il y avait plein de belles choses. Plein de belles choses avec le retour de Trump. C'était même assez fou. Et pour le coup, et je suis plutôt content d'être à peu près cohérent. Ouais, ça clignote, ça casse les couilles. Faut pas le baisser un petit peu. Bon, on va voir. Ça clignote, c'est la lumière qu'on a dans le bureau, elle est déglinguée, ça clignote. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est pas votre écran, c'est pas grave. J'ai pour preuve, si vous voulez, la vidéo que j'ai faite chez Idriss Aberkan il y a 1 mois et demi maintenant. Je crois que ça date. Ça date. Je vous renvoie vers cette vidéo pour que vous puissiez écouter ce que j'avais dit à ce moment-là concernant la prudence qu'il fallait avoir. Voilà, c'est cette vidéo-là. Cette vidéo-là qui est sortie le 24 janvier 2025. Ça va faire 3 mois maintenant. Et je vais vous redire exactement ce que j'avais dit à ce moment-là. C'est-à-dire, attention à l'emballement autour de Trump. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est le bon vieil adage. Donc je vous renvoie évidemment vers cette vidéo pour vous dire que j'essaie d'être cohérent et que je ne change pas mon fusil d'épaule en fonction de ce qui m'arrange et du nombre de vues que je peux faire sur YouTube. J'en ai absolument rien à foutre et la cohérence prime sur le reste. Donc j'avais dit déjà à ce moment-là, et je le redis aujourd'hui, quand Trump est arrivé au pouvoir, on promettait l'arrêt des guerres. Vous avez vu aujourd'hui où on en est. Sur l'Ukraine, on a quand même compris que l'intérêt numéro 1 de Trump était de signer un deal concernant l'exploitation des ressources minières avec l'Ukraine et qu'il était prêt à continuer à envoyer du matériel militaire contre signature de ce deal. Donc en vérité, la question de la paix, il n'en avait rien à foutre tant qu'il y avait une exploitation. Make America Great Again, on est dans la logique, mais pour bien comprendre que Trump n'est pas non plus le Mahatma Gandhi dans cette affaire. C'est pas non plus le faiseur de paix. En Palestine, on nous a dit qu'il allait arrêter la guerre. Bon, aujourd'hui, depuis, Trump a parlé d'un projet de Riviera du Moyen-Orient.
Donc, on est sur une volonté de déplacement de population, ce qui est un crime de guerre. Donc, évidemment, tout roule. Hein. Personne n'est monté au créneau chez les pro-Trump pour expliquer que c'était un scandale. On est sur un alignement complet avec les intérêts sionistes. Je dis bien sionistes, je ne dis pas israéliens. Donc, là, Trump l'a parfaitement démontré. Parfaitement démontré que la guerre en Palestine durera jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Trump a donné les objectifs qui étaient visés, cette histoire de Riviera. Donc, c'est on ne peut plus clair, si vous voulez. Ensuite, on nous a parlé de la lutte contre l'État profond. Bon. On a autour de Trump Scott Bessent, qui est le patron du Trésor américain. On a beaucoup parlé de lui avec cette histoire de mini-crack boursier qu'il y a eu suite aux fortes hausses des droits de douane imposés par Donald Trump, ce qui a fait un mouvement bancaire qui aujourd'hui est suspecté d'ailleurs de conflit, hein, qui est aujourd'hui suspecté de délit d'initié très exactement, et de gens autour de Trump, déjà millionnaires voire milliardaires, qui auraient fait de juteuses opérations boursières grâce à cette manipulation, qui est une manipulation anticipée de Donald Trump et son entourage, qu'on soit bien d'accord. Et aujourd'hui, il y a au niveau de la justice américaine, il y a une action qui va être mise en place pour étudier ça et voir si des proches de Trump ne se sont pas enrichis grâce à cette manipulation des marchés. Donc il faut quand même le rappeler. Si Biden avait fait ça, on aurait hurlé au loup. Il faut être cohérent. Donc pour revenir sur cette histoire de lutte contre l'État profond, déjà, on pourrait lier cette manipulation boursière à l'État profond. Si Biden avait fait ça, je suis certain qu'on aurait fait le lien. Et ensuite, il faut regarder l'entourage de Donald Trump. Vous avez ce Scott Bessent dont je vous parle, qui est un ancien de chez George Soros. Donc là encore, si le directeur du Trésor sous Biden avait été un ancien de chez George Soros, on aurait hurlé légitimement en disant « Vous avez vu, l'État profond est autour de Biden ». Donc il faut le dire avec Trump, sinon on est malhonnête. C'est un peu le fil rouge de cette vidéo, c'est d'être cohérent. C'est la cohérence qui est aujourd'hui peut-être le plus dur. On a autour de Donald Trump une forte présence sioniste, mais assumée. Hein. On pense par exemple à l'ambassadrice américaine à l'ONU, l'ambassadeur américain en Israël. Je vous invite à regarder qui sont ces gens-là. Vous avez des gens qui parlent de Judée-Samarie, par exemple, qui ignorent volontairement le terme de Palestine. Vous avez des sionistes aguerris, ce qui valide aujourd'hui la position américaine concernant la situation en Palestine. Ensuite, dans les promesses qui ont été faites et qui pour l'instant ne sont pas assumées, on avait le déclassement des affaires de l'assassinat de JFK et surtout de l'affaire Epstein. Ça s'est dégonflé comme je vous l'avais dit. C'est pas une question de prévision, c'est que c'était fortement anticipable, si j'ose dire. Epstein, il y a un premier dossier qui a été publié, qui a été rendu public par l'état-major Trump, qui a été dévoilé auprès de médias alternatifs notamment, et ils sont sortis avec un dossier qui était caviardé encore plus que ce à quoi on avait eu accès jusqu'à présent. Donc, Trump, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, a manipulé la cause de la pédocriminalité. Il a manipulé l'affaire Epstein pour se faire élire. Donc, je trouve que c'est tout à fait scandaleux, évidemment. On a la lutte contre Big Pharma, qui devait être menée par, là encore, M. Kennedy Jr. On n'a pas de nouvelles. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Alors, sur cette histoire des promesses non tenues, je redis ce que je vous ai dit il y a 2 mois chez Idriss, à Berkane, et ce que je vous ai dit dans le Juste Bistro plusieurs fois. Pour l'instant, cela me pousse à la prudence. Maintenant, Trump ne va évidemment pas tout régler en 2 semaines. On est d'accord, on est évidemment d'accord. Donc il faut avoir la prudence de laisser le temps au réel et le temps aux promesses de se concrétiser. Cependant, je rappelle qu'on avait dit pareil lors du premier mandat, et qu'un premier mandat n'a toujours pas réglé certains dossiers qui avaient fait l'objet de promesses électorales. Donc moi je veux bien qu'on temporise, mais à force de temporiser, vous allez surtout vous aveugler. Et aujourd'hui, quand on voit, par exemple, sur la situation israélo-palestinienne, la destination que cela prend, on voit bien que la promesse ne sera pas tenue et qu'il n'y aura pas d'arrêt de la guerre, ou alors avec le déplacement de population promis. Donc ce sera un arrêt de la guerre, mais peut-être pas dans les conditions imaginées. Donc moi, tous ceux qui m'expliquent, oui, mais il faut attendre, il faut laisser le temps, au bout d'un moment, ça prend la forme d'un aveuglement volontaire. Et que vous avez aussi peut-être le droit de considérer l'option que vous vous êtes fait duper. C'est possible aussi. Et je pense que toutes les options sont sur la table, mais c'est trop facile de dire à chaque fois, il faut lui laisser le temps, il ne pourra pas tout régler en à peine 1 an, puis en à peine 2 ans, puis en à peine 3 ans, puis en à peine 4 ans. Aujourd'hui, on dit, on n'est même pas aux élections de mi-mandat, puis après on dira, oui, mais il n'a pas eu le temps parce qu'en fait, il y a eu d'autres choses. Bon, c'est peut-être un petit peu facile, mais on verra. Je l'ai toujours dit et je le redis, soyons prudents. Pour l'instant, les promesses n'ont pas été tenues. Ça n'est pas une conclusion définitive. Attendons de voir. Donc,
Pour rester sur cette troisième secousse que fut celle du retour de Donald Trump, aujourd'hui, si vous voulez, sur le plan idéologique, la grande victoire de Trump, et il faut lui reconnaître ce mérite, comme quoi il y a aussi des choses qui ont été tenues, c'est qu'on nous dit super, on a battu le wokisme. Ça y est, les cheveux bleus au frigo, ça dégage. On a vu Hollywood qui devient conservateur. Hein. Je vais vous montrer un article sorti dans le Figaro il y a quelques jours. Regardez cet article. Hein. Tout le monde est aux abris. Comment Trump veut faire plier Hollywood, le bastion woke. Donc, c'est un autre élément qui me fait dire que cette secousse Donald Trump, en vérité, la démonstration d'autre chose. Parce que Hollywood a toujours été la caisse de résonance de l'idéologie dominante aux États-Unis et qu'il fallait répandre dans le monde. Donc, on a eu le wokisme. Aujourd'hui, on va avoir la tendance MAGA, Make America Great Again, et on aura autre chose derrière. Mais c'est pas une victoire en soi. Donald Trump est une caisse de résonance. Hollywood est une caisse de résonance, et renverser Hollywood, ça n'est pas une victoire. Hollywood a toujours été au service du pouvoir américain. Donc, la principale satisfaction aujourd'hui des pro-Trump, c'est celle-là, de dire on a gagné la bataille idéologique. Et c'est là, si vous voulez, que tout ça devient intéressant, à mon avis. Et qu'on rentre dans une forme d'aveuglement sidérant qui oublie de dire que le renversement auquel on assiste aujourd'hui, avec ce retour du conservatisme, je reprends le fil de l'idée générale, comment les droitards vont remplacer les gauchistes. On essaie de se dire, ouais, mais le wokisme a été une tendance comme ça universelle qui s'est imposée dans le monde. Hollywood a suivi, comme les grandes entreprises américaines, qui, de par l'américanisation du monde, font ruisseler leur idéologie dominante dans le monde entier. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ces idéologies sont le fruit de l'américanisation du monde. Ça ne sont pas... Le wokisme n'est pas tombé du ciel, n'est pas arrivé dans le cerveau des gens par hasard, et le peuple a exigé que les grandes entreprises et que Hollywood suivent et s'adaptent. C'est l'inverse, c'est tout le principe de la propagande, les amis. Hollywood est là pour normaliser une idéologie dominante, qui va permettre de faire du pognon, qui va permettre peut-être de bouleverser le cours des choses. On l'a vu avec le wokisme, ça a quand même mis pas mal de bâtons dans les roues dans les sociétés occidentales, notamment au niveau du développement, où des gens se sont opposés. Maintenant, vous avez des sociétés qui s'adaptent à toutes les volontés des individus par rapport aux revendications woke. Donc, ma lecture là-dessus, c'est qu'il faut renverser l'ordre des choses. Les idées ne tombent pas du ciel. Il y a toujours des tendances structurelles qui vous imposent des idées. Et le wokisme en est une preuve. Sauf qu'aujourd'hui, le wokisme, ça ne marche plus. Parce que les peuples ont envie de reprendre leur destin en main. Les peuples en ont marre qu'on leur explique qu'en fait, on peut être une femme le lundi matin, une table basse le mercredi, que le vendredi, on a le droit d'être une canette de bière. On en a marre de mettre des Conchita Wurst de partout et d'essayer de faire rentrer cette idéologie au chausse-pied. Donc, comment le système doit réagir ? Le système au sens des grands décideurs de ce monde qui font infuser ce genre d'idéologie. Voyant que le wokisme était en train de leur échapper, qui était un peu l'étape finale du gauchisme, voyant que le wokisme était en train de leur échapper, il faut qu'une nouvelle idéologie prenne le relais pour continuer à faire fonctionner ces systèmes, pour continuer à ce que les grandes tendances suivent leur cours, en faisant croire au peuple que ce sont eux qui décident de l'idéologie dominante. Si vous voulez, on commence à comprendre à ce moment-là, c'est un peu l'image que j'ai trouvée, c'est les cerfs-volants dans le ciel orageux. C'est-à-dire que le peuple est là en train de regarder les cerfs-volants. Alors, il y a les rouges, il y a les bleus, cerfs-volants woke, drapeau LGBT, cerfs-volants bleus, conservateurs, ce que vous voulez. Mais le plus dur est de voir le ciel orageux et menaçant. Et donc d'arrêter de regarder ces cerfs-volants. Et pour moi, le gauchisme, comme le droitardisme, sont des cerfs-volants dans un ciel orageux. C'est que vous avez ceux qui vont se mettre à l'abri parce qu'ils risquent d'avoir un véritable orage, et ceux qui regardent les cerfs-volants en disant « oui, mais c'est joli, en fait », et qui suivent des yeux le cerf-volant sans réussir à se mettre à l'abri. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est ce renversement-là. Le wokisme n'a pas perdu parce que les peuples... comment dire je vais pas redire ce que j'ai dit, parce que sinon je vais radoter. On va essayer d'avancer, j'ai un fil, on va essayer d'être carré. Donc, pour moi, il ne faut pas regarder les promesses des idéologies dominantes, il faut regarder qu'est-ce qui fait que ces idéologies arrivent et disparaissent aussi vite. Parce que
Si le wokisme avait été une idée, une volonté des peuples partagée dans le monde entier, et que cela s'imposait naturellement parce qu'en fait, il y avait une sorte comme ça de bon sens naturel qui imposait le wokisme, ça n'aurait pas disparu avec l'élection de Donald Trump. Ça aurait été plus fort. Une grande partie du monde se serait levée pour défendre l'idée que que la petite sirène doit être un personnage noir avec une bite. Bon, sauf que pas grand monde s'est levé en vérité. Pas grand monde s'est levé. Et on est passé d'une idéologie dominante à l'autre, et ça ruisselle. Et ça ruisselle. Les politiques woke sont abandonnés petit à petit. Wall Street, les grands patrons, les grands capitaines d'industrie aux États-Unis ont retourné leur veste à une vitesse folle. On pense à Mark Zuckerberg, qui a poussé le fact-checking sur les plateformes du groupe Meta, donc Instagram et Facebook. Il a poussé tout ça. Et en moins d'un mois, il fait marche arrière, en expliquant que tout ça, c'était des conneries. Disney, qui a contribué à diffuser le wokisme, quand je vous parle d'américanisation du monde, c'est aussi ça. Disney, qui a contribué à promouvoir la propagande du moment, fait marche arrière en un mois. Et nous a déjà sorti une série animée avec un personnage catholique dedans. Donc vous voyez bien que tout ça est factice, c'est du préfabriqué, c'est de la pensée préfabriquée. Mais c'est ça aussi l'américanisation du monde. La domination américaine, il y a le volet militaire, c'est le hard power, et le soft power, c'est aussi ça. Mais à mon avis, n'allez pas croire que le wokisme, comme le retour du conservatisme, si j'utilise ce terme-là, qui est un mot valise, vous pourriez développer aussi là-dessus, mais disons que les secousses que je vous présente, Mélanie, Milley, Trump, c'est le retour du conservatisme, on va l'appeler comme ça. N'allez pas croire que ces idées-là suivent les volontés des peuples. C'est un système qui, pour se maintenir, a besoin d'une carotte pour que l'âne continue d'avancer. Donc on arrive en France, on arrive à ce qui se passe en France. À la lumière de tout ce que je vous dis là, les amis, on peut essayer de voir ce que ça donne quand on regarde la situation française. De se dire, mais ce retour du conservatisme, comment il se matérialise en France? Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé ces derniers mois, ça m'a coûté quelques critiques, bienvenue, ça fait partie du jeu. Mais pour moi, 2027, les élections présidentielles de 2027 se préparent à la lumière de ce que je vous dis là. C'est-à-dire, on voit des candidats qui donnent l'illusion de la dissidence, l'illusion de ce retour du conservatisme, mais qui sont des gens qui n'ont peut-être jamais autant fait partie du système. En première ligne, je pense évidemment à Jordan Bardella et Sarah Knafo. Jordan Bardella, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite là-dessus, qui est un incompétent notoire, qui a travaillé un mois dans sa vie en tout et pour tout, et qui vient expliquer à tous les Français qui, eux, ont des vrais problèmes dans leur vie, qui vient expliquer qu'en fait, c'est le problème des Arabes, et que la France aux Français, et que je sais pas quoi. Tu vois. Donc c'est quelqu'un qui n'a aucune épaisseur politique, qui n'incarne rien. C'est quelqu'un qui vous explique l'importance du souverainisme français, de l'indépendance de la France, et qui se rend à Bruxelles sifflé comme un clébard par 2 fois pour applaudir et serrer la main à Zelensky. Donc, ça n'est pas quand on est anti-système, on n'est pas ça. Sarah Knafo, c'est pareil. C'est une personne qui a flairé, dans ce supposé retour du conservatisme, l'occasion de briller en politique. On rappelle un exemple le plus symbolique à mon sens. Sarah Knafo a travaillé à la Cour des comptes. À ce moment-là, elle s'en est servie pour faire du réseautage, pour tout faire, sauf son travail à la Cour des comptes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été mise en disponibilité par Pierre Moscovici, qui était le patron de la Cour des comptes à l'époque. Donc elle a fait ce qu'avait fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire on réseaute en profitant des bons postes là où on nous met pour commencer à épaissir son carnet d'adresses et rencontrer les bonnes personnes. Notamment, Sarah Knafo a fait un stage chez Publicis, si je ne dis pas de bêtises, et à l'ambassade de Libye qui était placée en Tunisie à cette époque-là, si je ne dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Et elle avait tout fait pour rencontrer du beau monde. C'est là qu'elle sympathise avec des gens comme Attali, par exemple, et compagnie. Donc, Sarah Knafo, qui est quelqu'un qui a été la démonstration de ce que nos élites peuvent faire de pire pour mal utiliser le pognon des Français, cette personne-là, une poignée d'années plus tard, vient expliquer à qui veut l'entendre qu'elle va incarner ce retour du conservatisme et le fait que l'on va désormais bien aiguiller les dépenses de l'État pour arrêter de gaspiller le pognon des Français parce qu'il y en a marre et on va couper dans les dépenses sociales qui sont mal données, qui sont mal machin, qui sont mal bidules. Donc, c'est évidemment un néolibéralisme qui ne dit pas son nom, mais ça, vous l'avez compris avec Milley et Mélanie, évidemment. Donc, Bardella et Knafo sont la potentielle matérialisation de ce faux retour du conservatisme, qui est juste un moyen pour le système d'asseoir encore un peu plus sa domination des peuples.
à la fois idéologiquement, mais aussi économiquement et en termes de dépendance. Donc, en France, se mettent en place, si vous voulez, les pièces du puzzle, mais un puzzle qui est clair, avec des personnages qui, de par leur vacuité, et de par leur parcours, un parcours qui est tellement mauvais, qui parle tellement contre eux, que le parcours a été réécrit. Sur Jordan Bardella, j'avais fait une vidéo là-dessus et Knafo également, je vous invite à regarder sur la chaîne juste milieu, j'ai refait le parcours des deux, et Macron n'a rien à leur envier. Tout est réécriture. On fait croire aux gens des choses. Sarah Knafo, on fait croire des choses sur qui elle est, cette indépendance d'esprit, de je sais pas quoi, de bidule. C'est une Macron avec un brushing, si vous voulez. Et Bardella, c'est un produit que l'on met en tête de gondole, mais qui est parfaitement vide, et à qui on donne l'épaisseur que l'on veut. Donc, les amis, en France, pour moi, se mettent en place les pièces du piège qui a déjà eu lieu en Italie, en Argentine, aux États-Unis, de ce faux retour du conservatisme. Et il y a un point où cela se voit, et à mon avis, c'est ce qui valide la théorie que j'essaie de développer devant vous aujourd'hui, c'est sur le paysage, dans le paysage médiatique. Dans le paysage médiatique, on voit une inversion aujourd'hui, enfin en tout cas une forme de grand remplacement idéologique, que d'aucuns appelaient de leur vœu, et à juste titre, et moi le premier. Je parle par exemple de CNews, je parle de Frontières, du côté des médias alternatifs. On voit une forme de rééquilibrage avec des médias dits d'extrême droite. Et sur le papier, c'est une excellente chose. Un équilibre salutaire des médias qui avaient tous plus ou moins cédé à la domination idéologique de gauche, gauchiste. Il suffit de voir le service public, entre France Inter, Quelle Époque et Léa Salamé et compagnie. Le service public a été contaminé. La grande majorité des médias, s'ils ne sont pas soumis à Macron, ils le sont au gauchisme. Donc, de prime abord, on voit une forme de rééquilibrage. Et c'est très bien. On va dire, attendez, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Enfin, une parole qui représente l'électorat d'extrême droite, qui a envie d'entendre ça. Sauf que c'est évidemment pas si simple. Parce qu'on n'est pas juste face à un rééquilibrage de médias d'extrême droite qui se sont fait leur petit trou tout seuls contre l'affreux établissement gauchiste. Il faut regarder ce qu'il y a derrière. Et je sais que ce que je vous dis est un peu attristant, c'est un peu déprimant parce qu'on a l'impression que tout est mal foutu, tout est joué contre le peuple. Mais il y aura du positif à la fin. Ce sera la conclusion de la vidéo, vous inquiétez pas. Mais regardez ce qu'il y a derrière CNews, derrière Frontières. Je prends les deux exemples les plus forts. CNews, ça fait plusieurs années avec l'Empire Bolloré. Et Frontières, je vous en parle parce que ça fait une semaine, on est le 15 avril 2025 au moment où je vous parle, on ne parle plus que de Frontières. L'histoire des journalistes agressés à l'Assemblée nationale, ce qui a permis quand même de faire vendre beaucoup d'exemplaires, et tant mieux pour eux. Mais on a l'explosion d'un média qui sort à peu près de nulle part, et avec une situation d'ailleurs plus que curieuse, j'y viendrai. Donc, si on prend d'abord CNews, pour comprendre comment s'installe ce faux retour du conservatisme, comment on fabrique une fausse réponse aux besoins des peuples. Je vous parle de l'exemple médiatique. Après, j'aurai un exemple théorique pour vous démontrer tout ça. CNews, on nous dit la bollorisation des médias, c'est la preuve de l'arrivée d'une parole dissidente, discordante, qui ne pense pas dans le sens du vent. Donc, on essaie de nous vendre un Vincent Bolloré qui serait un anti-système, opposé au système. Alors, c'est une drôle d'idée. C'est quand même une drôle d'idée. On se rappelle qu'un élément qui est important quand même à mettre sur la table, à mon avis, Bolloré est un milliardaire. Et les milliardaires, ils ont d'abord un intérêt qui est celui de protéger leur patrimoine et de faire fructifier leur pognon. C'est ni bien ni mal, il n'y a pas de jugement moral là-dedans. Mais si vous voulez, vous, quand vous avez 5000 balles de côté, vous allez le faire fructifier sur un PEL. Quand vous avez plusieurs milliards, ça nourrit d'autres ambitions. Et peut-être celle de peser directement sur le pouvoir en place pour défendre vos intérêts. Parce que vous avez des moyens d'action qui ne sont pas les mêmes. Et Bolloré, il a toujours fait ça. On rappelle par exemple en 2007, quand Sarkozy est président, il va sur le yacht de qui? De Vincent Bolloré. On se rappelle en 2013, quand Vincent Bolloré prend position pour Anne Hidalgo à la mairie de Paris, pour prendre la succession de Delanoë, Bertrand Delanoë. Bolloré soutient Hidalgo. Et puis après, on a eu Macron. Et oui, Bolloré qui soutient Macron dès 2016-2017 par l'intermédiaire du fils Bolloré, Yannick Bolloré, qui gérait et gère encore la société en communication et en influence Havas,
qui a réalisé par sa branche dédiée au sondage, qui a réalisé nombre de sondages, qui ont participé à la fabrication du candidat Macron. On rappelle les médias détenus par Bolloré, par l'Empire Bolloré, qui en 2016-2017 ont contribué à la construction du narratif, notamment sur le couple Brigitte-Emmanuel. Donc si c'est ça un antisystème, une fois de plus, moi je suis majorette. Mais pourtant aujourd'hui, quelques années plus tard, parce qu'on a des cerveaux de mouche et qu'on oublie, aujourd'hui on te dit CNews, c'est une parole anti-système, qui vient gêner l'ordre établi. Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Pourquoi Bolloré aujourd'hui en vient à avoir acheté et à promouvoir des médias comme CNews, Europe 1, le Journal du Dimanche, avec une toile d'araignée qui est plutôt bien faite d'ailleurs, hein, une chaîne de télé, un gros journal, une radio, c'est plutôt pas mal. Et qui marche très bien, de par le fait que ça répond à un besoin des peuples. Mais c'est ce que j'essaie de vous démontrer depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est ce besoin des peuples qui prime sur le changement de paradigme, ou est-ce que c'est la volonté du système de faussement répondre à ce besoin des peuples et de continuer les grandes tendances, de poursuivre son véritable projet qui n'est, sauf erreur, pas celui de défendre les intérêts du peuple. Donc, aujourd'hui, le groupe Bolloré, médiatiquement, quand on m'explique que c'est un groupe anti-système qui a à cœur de faire entendre une autre parole, il suffit de regarder le parcours de Vincent Bolloré pour comprendre que c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a toujours été dans le sens du vent en vue de défendre ses intérêts. Parce que c'est un milliardaire. Et c'est tout le but. Et presque, on le comprend. Il n'y a pas de morale là-dedans. C'est ni bien ni mal. Il a les moyens de peser sur la politique de son pays. Il le fait. Donc, demain, la gauche redevient dominante. Bolloré mettra une orientation de ses médias qui sera plutôt vers la gauche. Donc, ce que je vous dis là, c'est basique. C'est parfaitement basique. Donc, ça, c'est pour CNews. C'est pour le groupe Bolloré, on va dire les médias mainstream, si on prend cette classification. Mais maintenant, on a l'exemple de Frontières. Donc une trajectoire assez dingue. On rappelle Frontières qui anciennement s'appelait Livre Noir, fondé par des proches de Zemmour, qui devait être un peu la rampe de lancement du côté des médias alternatifs pour la campagne de Zemmour. Et c'est marrant parce que c'est exactement comme CNews. On rappelle Zemmour qui passe d'éditorialiste à candidat politique et Bolloré qui pensait faire un coup en mettant Zemmour à l'Élysée. Et Livre Noir est créé dans ce but. Donc, je suppute ce que je vais vous dire, je n'en ai aucune preuve. Je suppute vraiment, si certains ont des preuves, je suis preneur, qu'ils le valident ou qu'ils l'invalident, mais il serait intéressant de connaître les liens entre Frontières et l'Empire Bolloré. Est-ce que c'est un hasard du calendrier que dès la période Zemmour, CNews, qui était déjà bien installé, prennent le parti de Zemmour et que Frontières soit une rampe de lancement assumée, fondée avec de solides moyens pour pousser Zemmour sur les médias alternatifs? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que c'est le hasard? Moi, je veux bien évidemment le croire sans problème. Mais le souci de Frontières, dont on parle beaucoup aujourd'hui, et qui, une fois de plus, apporte un autre son de cloche qui est intéressant. Et d'ailleurs, ils font un travail super sur plein de choses. Je le redis, critiquer certains aspects d'un média ou d'une personne ou d'un parti politique, ça n'est pas critiquer l'ensemble de ce média, de cette personne ou de ce parti politique. Donc, Frontières, on ne parle plus que de ça depuis la violente bagarre sur le balcon de l'Assemblée nationale. Le problème de Frontières, c'est que une fois de plus, il y a un aveuglement volontaire les concernant, parce qu'il y a un conflit d'intérêts qui ferait hurler les droitards si c'était dans l'autre sens. C'est Télérama qui a révélé ce conflit d'intérêts dans un article du 7 avril 2025, où on apprend, toutes les sources en description, vous regarderez, on apprend qu'un certain Géraud Verny détient 20% du capital du média. Vous allez me dire, on n'en a rien à foutre. Rémi, t'es mignon, mais n'importe qui peut détenir le capital, on s'en fout. Le problème dans cette affaire, c'est que Géraud Verny, il est député du RN. Alors, UDR, hein, c'est la branche fondée par Éric Ciotti, mais directement ralliée au RN. Donc aujourd'hui, vous avez un député RN, propriétaire à 20% du média Frontières, et qui, parce que ça ne suffisait pas, est interviewé par Frontières de temps à autre, sans que ce conflit d'intérêts soit précisé. Et d'ailleurs, il n'est à peu près jamais précisé. Donc là, c'est une forme de l'aveuglement volontaire. Parce que si demain, par exemple Blast, qui est un média, on va dire,
je vais pas dire gauchiste parce que, et tout comme je dis pas droitard pour Frontière, pour moi ils sont un symbole de la droitardisation des esprits, mais je respecte leur boulot. Donc Frontière est un média de droite, Blast est un média de gauche, mais si Blast avait été détenu à 20% par Aymeric Caron, vous vous doutez bien que les droitards en face allaient hurler à la mort. Et là avec Frontière, ça passe. Ça passe. Il y a un aveuglement volontaire qui fait que ce changement de paradigme fait qu'on pardonne plus facilement. Un autre exemple, sur Éric Tegner, donc, qui est le patron de Frontière, fondateur de Frontière, qui, et c'est le média La Lettre, qui l'a révélé dans un article du 20 février 2025, est visé par une plainte pour harcèlement, agression sexuelle et violence sur des anciens collaborateurs de Frontière. Donc là, pareil, quand c'est un personnage politique de gauche ou un personnage médiatique de gauche, tout le monde monte au créneau. On dénonce la racaillisation des gauchistes. Mais la racaillisation des droitards, comment on fait du coup? Comment on fait? Alors, là encore, présomption d'innocence, bien évidemment. Présomption d'innocence. Mais il y a deux possibilités. Soit c'est diffamant, et Éric Tegner doit porter plainte pour diffamation, et nul doute qu'il gagne en justice, s'il a raison, et qu'on l'a attaqué parce qu'on veut le faire taire, la droite, machin bidule. Soit c'est vrai, et dans ce cas-là, Éric Tegner ne vaut pas mieux que les racailles qu'il dénonce à longueur de journée. Donc, là aussi, aveuglement volontaire. J'ai pas entendu beaucoup de gens de droite, j'ai pas entendu les droitards aveuglés volontairement, je les ai pas entendus se saisir de ça. On a un autre renversement caricatural. Comme je vous l'ai dit, Frontière, détenu à 20% par un député RN, qui au départ est un média lancé pour faire la campagne de Zemmour, donc c'est un média partisan. Et ce qui n'est pas problématique, c'est un média partisan. Regardez ce que nous a dit toujours Éric Tegner, donc le patron de Frontière. C'était sur CNews, ils y sont tout le temps. Hein. Vous avez Éric Tegner, le patron, vous avez Jordan Florentin, qui au départ s'appelle Jordan Darocha, qui a changé son nom de famille, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, pour être dans les médias d'extrême droite, il faut changer son nom de famille. Bon, pourquoi pas. Ils y sont tout le temps sur CNews. Hein. Il y a une véritable porosité qui me fait supputer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez ce que dit Tegner sur CNews le 10 avril concernant Edoui Plenel, le fondateur de Mediapart. Vous le savez, la figure tutélaire du journalisme français, cofondateur de Mediapart, a marqué les esprits par son aura d'enquêteur implacable. Mais derrière cette façade du chevalier blanc pour toute la gauche, se cache pourtant une face bien plus sombre. Plenel, avec son verbe haut, s'est construit une image de gardien de la vérité. Pourtant, le livre, justement, de Gilles Geadner, paru chez Fayard en mois d'avril, en ce mois, dévoile un portrait bien moins reluisant. Derrière le journaliste d'investigation, il y a un militant, un idéologue, dont les méthodes flirtent souvent avec l'acharnement et la manipulation. Voilà, donc Tegner qui reproche à Edoui Plenel d'être un militant. Je vous laisse réaliser la chose. Cette inversion, ce changement de paradigme. Bon, en fait, ce qu'on reprochait hier, c'est la même chose aujourd'hui, mais on ne peut pas le reprocher, parce que l'idéologie devient dominante. Et ce qui a été le coup de grâce pour moi, si vous voulez, et ce qui démontre un aveuglement volontaire que je trouve scandaleux, c'est la présence toujours d'Éric Tegner, toujours sur CNews, 31 mars 2025, qui se rend sur le plateau de Morandini. Je dis ça comme la possibilité de mettre en place justement l'inéligibilité. Aujourd'hui, on sait très bien, le pouvoir judiciaire après un pouvoir exécutif. Donc on ne va pas regarder la séquence pendant 2 heures, mais si vous voulez, pour moi, ça a été symboliquement ce qui m'a donné envie définitivement de faire cette vidéo aujourd'hui, de démontrer que ce changement de paradigme idéologique, on reviendra dans la conclusion, je vous donnerai un peu mon explication au pourquoi du comment. Mais ce changement de paradigme idéologique s'accompagne toujours d'un aveuglement volontaire qui peut aller jusqu'au pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Éric Tegner, qui se fait le chevalier blanc de la violence de la société, la racaillisation, la délinquance, qui se rend sur le plateau d'un délinquant sexuel, condamné en appel, pourvoi en cassation en cours, donc il est toujours présumé innocent. Mais vous avez Éric Tegner qui dénonce l'explosion de la délinquance en France et qui se rend chez Morandini pour parler de ça. Donc, si vous voulez, ça me fait penser sur la forme, pas sur le fond, parce que les affaires sont différentes. Sur la forme, c'est pareil que les gauchistes qui vous disent « Oui, mais bon, Cohn-Bendit, voilà, on a des salauds dans nos rangs, mais notre combat vaut bien ça. » C'est cette phrase la plus terrible pour moi qui démontre la supercherie des idéologies dominantes, c'est de dire « Notre combat vaut bien ça. On a des ordures dans nos rangs, mais ça vaut bien ça. » Donc Tegner qui va chez Morandini,
Il se rend sur le plateau d'un délinquant sexuel, inscrit au fichier des délinquants sexuels, justement, au registre des délinquants sexuels. Le mec, il y va, et il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, comme on est dans le même camp, allez, ça passe. Allez, c'est bon, c'est pas grave. Donc, les gauchistes d'hier qui toléraient Cohn-Bendit sont les droitards d'aujourd'hui qui tolèrent Morandini, si vous voulez. Il y a une continuité parfaitement logique. Alors, ça, c'est pour la pratique, sur la concrétisation de tout ça dans les médias. Mais un peu de théorie, parce que ce que je vous dis, les amis, ce que j'essaie de vous développer, comme tout, parce que le jour où j'invente des concepts et j'invente des idées, ça se saura, comme tout, ça a été théorisé, et par quelqu'un d'extrêmement brillant, qui s'appelait Antonio Gramsci, que vous connaissez peut-être, je vais vous montrer une petite photo, parce que là, on touche à un des tauliers, c'est ce monsieur, donc, beau gosse comme tout, intellectuel, militant communiste, enfermé en Italie, prisonnier, pour le coup prisonnier politique, mais là pour de vrai, hein, pas Marine Le Pen, né en 1891, mort en 1937, et qui a théorisé le principe d'hégémonie culturelle. Et ce principe est très intéressant parce que il y a encore 30 ans, il était revendiqué par la gauche pour justifier le changement de paradigme qui devait aller vers le gauchisme. Et aujourd'hui, c'est la droite qui a récupéré ce principe d'hégémonie culturelle. En prétendant lutter contre le gauchisme, la droite se l'est approprié pour mieux s'installer de la même manière. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe d'hégémonie culturelle ? Gramsci avait théorisé le fait que la conquête du pouvoir présuppose toujours celle de l'opinion publique. En tout cas, dans nos sociétés contemporaines. Parce que, bon, à l'époque des barbares, si tu veux, les Vikings, bon, en fait, l'opinion publique, non. Parce qu'en fait, j'ai un gourdin. Donc ça va être vite réglé. C'est-à-dire que si dans ta tête, t'es pas d'accord, en fait, t'as plus de tête. Donc t'es d'accord, parce que t'as plus de tête. Donc, je parle bien des sociétés contemporaines, à l'ère des médias de masse, si vous voulez. Et déjà, dans les années 20, Gramsci avait théorisé, il avait dénoncé le rôle des médias de masse, du consumérisme et de l'école obligatoire dans l'idéologie dominante. Il avait déjà théorisé tout ça. Je vous invite à lire ces textes, notamment ces carnets de prison, qui sont extraordinaires, qui ont été d'ailleurs réédités il y a peu. Je vous invite à lire les cahiers de prison de Gramsci. Et en fait, ce qu'a théorisé Gramsci est une démonstration d'une des plus grandes erreurs de Karl Marx. Donc, Gramsci est un penseur communiste, un penseur marxiste, et qui a mis en lumière l'une des plus grosses erreurs de Marx. Parce que pour Marx et Engels, donc on est au milieu du 19e siècle, ils avaient théorisé le fait que des crises successives liées au comportement du capitalisme, pas vraiment naissant d'ailleurs, avec cette croissance à tout prix, l'exploitation des prolétaires, ces crises successives allaient donner naissance à une classe ouvrière suffisamment forte pour dominer le système. C'est-à-dire, plus vous mettez des gens à la rue, plus ils rejoignent la classe ouvrière, plus cette classe ouvrière est nombreuse. C'est presque une loi mathématique, si vous voulez. Et c'était pour Marx l'aboutissement de cette domination de la classe ouvrière, enfin de cet agrandissement de la classe ouvrière en vue d'une domination. Pour Marx, ça devait aboutir à une remise en cause de la culture hégémonique bourgeoise. C'est-à-dire les bourgeois qui, dominant la société, imposaient leur idéologie. Ce qui se passe parfaitement aujourd'hui, j'y reviendrai, parce que cette guerre gauchiste-droitard est surtout une guerre de bourgeois et de milliardaires, j'y reviendrai. Donc, ce que Gramsci a démontré, prouvant l'une des plus grosses erreurs de Marx, c'est que ces crises successives ont certes fait croître le nombre de membres de la classe ouvrière, mais que pourtant la classe ouvrière ne s'est jamais rebellée. Parce que justement, les prolétaires ont développé cette aptitude à soutenir ce qui les menace, en étant dupés, en étant hypnotisés par les médias de masse, par l'école obligatoire, et par cette volonté d'adhérer à l'idéologie bourgeoise, à l'hégémonie culturelle bourgeoise, qui leur est imposée en prétendant faire leur bien. Hier, le gauchisme, aujourd'hui, le droitardisme, si j'ose dire. Donc, à chaque fois, les prolétaires vont se mettre à soutenir ce qui les menace, parce qu'on leur raconte une histoire. On leur soumet un récit qui est assez séduisant pour les hypnotiser. Et qui est toujours une réponse à leurs conditions. Rappelez-vous Hollande, mon ennemi c'est la finance. Les gens de gauche étaient contents. Aujourd'hui, les droitards à qui on dit on va virer les Arabes, ils sont contents. Sauf que ce qu'il y a derrière n'a rien à voir avec la finance ou je ne sais quoi. C'est l'avancée d'un projet néolibéral qui à chaque fois a réussi à grignoter avec un visage toujours différent. Donc,
Aujourd'hui, ce à quoi on arrive, et avec ce renversement de l'hégémonie culturelle qui va passer du gauchisme au droitardisme, c'est une sorte de mai 68 à l'envers, si vous voulez. Où, mai 68, on prétendait lutter contre le consumérisme, lutter contre le capitalisme. Le ferment de la révolution de mai 68, si j'ose dire, c'était ça. C'était l'installation des idées de gauche, des idées socialistes, donc de la lutte contre le grand capital, de la lutte contre le consumérisme. Il y avait déjà une imprégnation marxiste qui était assez présente. Les slogans, il est interdit d'interdire, vous connaissez l'ambiance. L'émergence de l'individu roi, hein, ce citoyen à qui on ne peut rien refuser, il est interdit d'interdire. Il y a eu quoi derrière mai 68? Il y a eu la mondialisation, l'accélération du libre-échangisme, enfin du libre-échange, et il y a eu tout l'inverse de ce qui était demandé au départ. Il y a eu tout l'inverse des idées qui ont fomenté mai 68. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va vers un mai 68 à l'envers. C'est-à-dire que le système a compris que le peuple était en train de changer d'idée, que le vent soufflait dans un autre sens, que les discours socialisants, que le gauchisme idéologique, que le culte de l'individu roi à travers l'affirmation de l'identité, qu'elle soit raciale, sexuelle, de genre, de ce que vous voulez, c'était plus à la mode, ça allait plus marcher. Qu'aujourd'hui, on assiste à un changement de paradigme avec un retour des peuples sur eux-mêmes, un retour du conservatisme. On veut conserver ce qui fait la nature des peuples. Donc, c'est le retour à la culture nationale, la lutte contre l'immigration, le retour aux valeurs, le retour au récit national. On revient là-dessus. Mais le système l'a anticipé. Et c'est pour ça que le fait qu'un Bolloré mise, grâce à ses médias, sur ce changement de paradigme, c'est pas le peuple qui a enclenché ça. C'est le système qui provoque ça. C'est d'abord le système qui provoque ça. Et donc qui met en place toutes les pièces du puzzle pour y répondre. Et pour faire croire aux gens que ce sont eux qui décident et qu'on va répondre à leurs besoins et compagnie et compagnie. Donc, tout ça arrive. En France, vous avez vu, on a évoqué tout à l'heure Bardella avec NAFO, on nous parle d'une France souveraine dans l'Europe, donc en plus il y a des discours qui n'ont plus aucun sens, qui sont parfaitement contradictoires. La preuve que le véritable objectif n'est pas la satisfaction des peuples. Hein, quand les peuples demandent de la souveraineté pour la France, on leur parle d'une souveraineté dans l'Europe. Quand le peuple demande une régulation de l'immigration, on dit que la France va réguler l'immigration en confiant cette mission à l'Union européenne, qui poursuit un projet qui est parfaitement opposé. Donc, tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a en vérité aucun sens, est parfaitement contradictoire. Donc, pour arriver à la conclusion, les amis, c'est vrai que cette séquence est déjà relativement longue. Après, je prendrai toutes vos questions, je répondrai à toutes vos questions, évidemment. Pour arriver à la conclusion de tout ça, on peut se dire, putain, c'est quand même déprimant. En fait, on est toujours du mauvais côté du manche. Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, au contraire, le fait de démonter tout ça, comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui, ce qui est de manière sûrement maladroite, il n'y a pas de problème, mais le fait de démonter tout ça, le fait de regarder en face ce qui se passe et de comprendre que ce ne sont jamais les peuples qui décident d'un changement de paradigme idéologique et que ce sont toujours des tendances que l'on prépare. C'est pour ça que je vous parle d'un mai 68 à l'envers, avec ce retour du conservatisme qui est anticipé pour faire avancer un projet qui en vérité est un projet néolibéral d'une accélération du libre-échange, de la libre circulation des marchandises, du capital et compagnie. Et que hier on vantait ce projet-là avec le visage de François Hollande qui nous disait en fait mon ennemi c'est la finance. François Hollande devait être une rupture. Et puis ensuite on a eu Macron qui devait mettre fin au monde d'avant. Et puis demain, on aura peut-être Bardella ou Knafo. Mais si vous regardez, le point commun avec ces gens-là, c'est que l'adhésion au projet de l'Union européenne n'a jamais cessé, n'a jamais, ne serait-ce que ralenti. Donc l'adhésion au projet, à la domination américaine et à l'alignement atlantiste. Donc, quand on met tout ça sur la table, on comprend bien que l'intérêt des peuples n'a jamais vraiment avancé. On les a dupés avec des raisons parfaitement opposées, parce que changement de paradigme, mais ce qui a avancé, c'est toujours le même projet. Ce projet néolibéral qui a accéléré à chaque fois avec des visages différents. Donc, voyant tout ça, pour moi, le principal ennemi, c'est pas ce système. Parce qu'il a raison de le faire, ça marche. Les gens se mettent sur la gueule. Tu vois bien aujourd'hui, quand tu critiques Knafo, tu critiques CNews, tu critiques Hanouna, tu critiques ce qui en France incarne ce changement de paradigme, ce faux retour au conservatisme, tu as des gens qui te tombent dessus et qui disent oui, mais parce qu'en fait, tu es gauchiste, tu fais partie de l'équipe d'avant, donc tu n'es plus dans la bonne équipe, tu n'es plus à la mode. Quand tu critiques ce changement de paradigme, tu auras toujours des imbéciles
imbécile heureux, d'où l'expression, pour te dire, mais en fait, t'as rien compris. L'hégémonie culturelle dominante, c'est celle-là, donc tu dois y adhérer, sinon t'es un mauvais, sinon t'as rien compris. Mais on est dans une forme de négation du réel. Quelqu'un qui regarde attentivement le parcours de Bardella et t'explique que ce mec-là connaît la vie et a l'épaisseur pour devenir président, c'est une négation du réel. Donc si vous voulez, pour moi, aujourd'hui, je ne vois pas de différence entre le gauchiste qui pense que taxer les riches, ça va faire que le monde va être merveilleux et qu'il y aura le retour des licornes et qu'on va nager dans les nuages. Je ne vois pas de différence entre ce gauchiste-là et le droitard qui pense qu'en virant les migrants, la France va redevenir un paradis où tout le monde va boire du vin rouge en chantant du Charles Trenet. On a mis dans la tête de ces gens-là comment dire, des objectifs qui sont à la fois intenables et qui ne vont pas réaliser leurs rêves, parce qu'on est au stade du rêve, on est au niveau du rêve. Donc j'ai du mal à séparer ces gens-là, qui pour moi sont les mêmes, sont absolument les mêmes, dans leur capacité à rejeter le réel, par pure partisanerie, par pure idéologie. Donc c'est pareil, si vous voulez... oui, enfin, c'est ce que je vous disais, ce niveau de négation du réel, avec en plus le culte de l'homme providentiel, mais à chaque fois, on se fout de la gueule des macronistes qui disent que Macron est super et qu'ils l'ont réélu en 2022, mais qu'est-ce qui se passe avec Bardella ou Mélenchon? C'est exactement pareil, c'est le culte de l'homme providentiel. Pourtant, sur la ligne de départ de 2027, ce que je vous disais tout à l'heure, Bardella, Mélenchon, Attal, Édouard Philippe, Darmanin, Ruffin, Knafo, sur le papier, vous avez des ennemis politiques, mais ces gens-là ne remettent jamais en cause les grandes dynamiques, les grandes causes qui font que le projet néolibéral avance et nous entraîne dans les sociétés dans lesquelles nous sommes. Donc, tout ça pour dire, les amis, que ce projet néolibéral qui a montré des facettes à travers le projet européen, à travers le projet Atlantis, avec les nouveaux conflits qui se sont déclenchés en Palestine et en Ukraine, projet Atlantis plus clair que jamais, ce projet politique-là, lui, n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur politique, il n'a pas de race, il n'a pas de sexe, il n'a pas de genre, il n'a pas les cheveux bleus, il s'en fout. Ça, c'est pour vous. C'est pour que vous vous mettiez sur la gueule et que le peuple se batte en disant l'extrême gauche, l'extrême droite, les cheveux bleus, Jeanne d'Arc, je sais pas quoi. Ça, c'est pour vous. C'est pour vous occuper. Mais le jour où le peuple commence à comprendre petit à petit qu'en fait, tous les supposés représentants vont dans le sens de ce projet et que le diviser pour mieux régner, une fois de plus, n'a jamais été aussi efficace. Le jour où le peuple comprend ça, ça renverse les choses. Et c'est pour ça que ce débarquement des droitards, qui est factice, qui est ridicule, comme j'ai essayé de vous le démontrer, ce retour des droitards, ce faux retour au conservatisme, montre, à mon avis, la facilité avec laquelle le système réussit à tromper les gens, à tromper le peuple. Et je trouve ça intéressant de le regarder en face. C'est ça qui est porteur d'espoir. C'est de quitter nos illusions, hein, c'est l'allégorie de la caverne chez Platon, quitter nos illusions, accepter de voir le négatif dans le positif, dans ce qu'on aime, dans nos idées, dans tout ça, et nous rendre bien plus lucides. Donc c'est ça ce que je voulais vous dire, et finir sur cette note, les amis, de viser la lucidité, on s'engueulera après. Donc c'est surtout ça, apprenons à être lucides et à voir, à identifier, à déceler, à décrypter les grandes causes qui nous amènent nos grands malheurs aujourd'hui et pas attribuer ça à des choses factices qu'on nous met devant les yeux pour nous occuper. Donc voilà, les amis, ce que je voulais vous dire sur ce grand développement. Dites-moi maintenant dans le chat si ça vous a intéressé ou pas, si vous avez trouvé ça chiant, confus, intéressant. C'est très important pour moi, savoir si ce format vous plaît. Si on réitérera l'expérience sur d'autres sujets, évidemment. Mais je trouvais ça chouette par moment de prendre le temps de développer un peu plus, pas être dans l'immédiateté d'une actualité puis d'une autre actualité, et d'essayer de faire des choses plus longues, plus long format. Dites-moi vraiment, c'est très important, et je me vexerai pas, bien évidemment. Allez-y de bon cœur, c'est très important pour moi d'avoir vos retours, ce que je peux améliorer en termes de densité. Si vous voulez plus d'extraits vidéo ou de sources ou je ne sais quoi, allez-y.